Comment écrire un roman d'amour qui déchire et être contacté par les éditions Harlequin. Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien, que vous débordez d'une bonne énergie. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ce podcast vous en donnera. Préparez-vous un thé, un café ou toute autre boisson que vous aimez. Installez-vous confortablement. Une tablette de chocolat à proximité, des petits gâteaux si ça vous tente. Prévoyez aussi et surtout de quoi prendre des notes. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez à activer la cloche pour être averti des prochaines parutions. Pensez à mettre un pouce, à partager si vous pensez que cela peut intéresser des personnes que vous connaissez. Pensez à mettre un pouce, à partager si vous pensez que cela peut intéresser des personnes que vous connaissez et commentez aussi, je me sentirai moins seule à blablater dans mon coin. Je vous présente ma première masterclass, profitez-en, elle ne restera pas gratuite très longtemps car c'est de l'or en barre. Tout d'abord, comment se fait-il que je vous parle d'écriture de romans roses ? Sachez que j'ai écrit 2 comédies romantiques, À l'eau de rose et de vaisselle, et les tablettes de chocolat du Père Noël. Le premier, À l'eau de rose et de vaisselle, m'a valu d'être contactée par les éditions Harlequin. Donc, je pense que j'ai dû respecter les codes du genre puisque j'ai attiré leur attention. Mais comme je me voyais mal n'écrire que de la romance, j'ai décliné la proposition, telle une reine. Donc, c'est en expérimentatrice du genre que je me positionne aujourd'hui pour vous parler de la rédaction d'un roman rose. Dans ce podcast, je vais vous donner quelques idées que je juge capitales pour arriver au bout de votre projet. Le roman à l'eau de rose, c'est le genre le plus critiqué, le plus détesté, mais c'est le genre littéraire qui se vend le mieux. Il est populaire, ce qui pour certains est très négatif, parce que populaire, ça signifierait nul et mauvais à leurs yeux. Mais c'est faux, le roman d'amour peut être très bon et très agréable à lire, et il n'y a pas de honte à lire des romans d'amour, des romans à l'eau de rose. Roman d'amour, romance, roman à l'eau de rose, roman sentimental sont des noms différents pour le même type d'ouvrage. Il semble que le roman d'amour remplace les contes de fées de notre enfance, où le prince épouse la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, La princesse et la grenouille, Peau d'âne. Ce folklore n'est pas propre aux cultures européennes. Les histoires de princes et de princesses, on en retrouve dans tous les pays du monde. Dans les romans à l'eau de rose, le prince est souvent remplacé par un milliardaire et la princesse est pauvre, ou en tout cas, elle vient d'un milieu social moins privilégié. Nous reparlerons tout à l'heure de ces clichés. Le roman d'amour jouait un rôle dans l'éducation des jeunes filles et j'ai l'impression qu'il en joue toujours un. J'ai une théorie, alors j'imagine que c'est la mienne, mais elle doit être partagée par pas mal de gens, selon laquelle le roman d'amour, qui n'est pas toujours écrit par des femmes, vise à induire en nous, femmes, une vision particulière de l'amour et de notre place dans une relation amoureuse. À une époque, il faisait l'éloge de la virginité féminine, la femme devant se réserver pour l'homme de sa vie, tandis que l'homme de sa vie avait déjà une expérience assez conséquente. Aujourd'hui, le roman d'amour fait l'éloge d'une vie sexuelle plus libre, mais il promeut encore parfois un certain mode de relation entre hommes et femmes. Pour moi, les romans d'amour sont des bonbons, au même titre que les polars ou les romans d'horreur qu'il m'arrive de dévorer. Vous allez me dire, quel rapport entre les romances, les polars et les romans d'horreur ? Le rapport, c'est que lorsqu'ils sont écrits pour ceux qui les aiment, ce sont des page-turners, c'est-à-dire que ce sont des livres qui t'accrochent. Dès que tu les as commencés, si l'auteur a bien fait son job, tu seras
captiver et tu iras jusqu'au bout, même si le style laisse à désirer. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. J'ai lu beaucoup de romances lorsque j'étais adolescente. Je pense que les romances m'ont donné envie d'écrire parce que je voyais bien que c'était un genre facile et que je me disais que je pourrais moi aussi en écrire. Mais se dire que l'écriture est facile quand on a encore réussi à aller au bout d'aucun de ses écrits est un peu prétentieux. Même pour écrire un mauvais roman d'amour, il faut une bonne dose de détermination. Un lecteur, qui est la majorité du temps une lectrice de romans d'amour, a des attentes très précises. La première est un happy end. On lit le roman parce que l'on sait qu'il finira bien. C'est de la littérature doudou, de la littérature bonbon, comme je le disais tout à l'heure. Ça se lit facilement, le vocabulaire est rarement complexe, ça ne prend pas la tête, ça se lit vite et rappelez-vous, c'est ce que cherche le lecteur. Ici, je ne parle pas de l'histoire d'amour que l'on va inclure dans un récit, mais d'une romance. Le récit est centré sur l'histoire d'amour, le récit est centré sur deux personnages et ils sont présents quasiment sur toutes les pages du livre. Et si l'un d'eux ne l'est pas physiquement, il est dans la pensée de l'autre. La romance est le style littéraire qui se vend le mieux et qui se vend le plus. Elle représente 12 millions de ventes par an, soit 33 millions d'euros. Je vous ai fait une promesse avec mon titre. Vous donner des astuces pour écrire une histoire d'amour qui déchire et qui vous permettra d'être repéré par les éditions Harlequin. C'est parti! Premièrement, number one, vous devez aimer ce genre de littérature. Première chose à mon avis pour écrire une histoire d'amour qui déchire, vous devez aimer lire ce genre de littérature et être vous-même votre première lectrice. Vous en connaissez déjà les codes d'une certaine façon et vous savez ce qui vous séduit, ce qui vous attire. L'idéal est d'avoir envie d'écrire le livre que l'on a envie de lire. Si l'on est fan de ce genre de littérature, il y a des chances pour que l'on ait une assez bonne représentation du produit fini. Je vais vous proposer un premier exercice. Vous allez mettre ce podcast sur pause et vous allez résumer en quelques lignes le roman d'amour que vous aimeriez lire. Il y a peut-être un roman d'amour que vous aimez énormément, mais vous y auriez bien ajouté quelques pensées de ceci ou de cela pour le rendre encore meilleur. Allez, je suis sûre que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez une histoire qui vous trotte dans la tête. Alors allez-y, faites-en le pitch en 5 lignes. Ok, vous arrêtez la vidéo, vous mettez sur pause et vous me faites le pitch en 5 lignes, c'est-à-dire un petit résumé en 5 lignes du roman d'amour que vous aimeriez lire. Vous pouvez poster ça sous la vidéo ou si vous êtes timide, vous me l'envoyez par mail. Mon mail c'est sandraganval@yahoo.com. Voilà, donc pause et faites cet exercice s'il vous plaît. Deuxièmement, il faut respecter la règle. La deuxième chose à savoir, c'est que le roman d'amour obéit à des règles. Et vous ne pouvez pas ignorer ces règles si vous voulez que votre roman soit rangé dans la catégorie roman rose. On part d'un point A pour arriver à un point Z, qui est que les deux protagonistes ont fait tomber toutes les barrières que l'on a placées devant eux durant tout le déroulé de l'histoire. Ils s'avouent leur amour et sont en passe de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants ou pas. On a levé tous les écueils et ils se retrouvent unis et heureux de l'être.
la lectrice compulsive de romans d'amour a tenu jusqu'au bout pour en arriver à cette fin heureuse. Ne l'oubliez pas et ne lui faites pas de vilaines blagues. Troisièmement, respectez le plan. Troisième chose, hyper importante, il y a un plan à respecter. Les romans roses sont souvent écrits à la chaîne et ce n'est pas un hasard. Tout est prévisible ou presque. Les bons auteurs de romances savent pimenter la trame et surprendre leur lectrice, mais pas trop. La grosse dispute de l'avant-dernier chapitre doit finir sur une réconciliation au dernier chapitre. Si je vais dans un bar à striptease, je veux qu'à la fin de leur danse, les stripteaseurs se retrouvent dans le plus simple appareil. Si ce n'est pas le cas, je vais être déçue, demander à être remboursée et je ne reviendrai plus. Ne décevez pas votre lectrice compulsive de romance. Si vous faites l'exercice de résumer l'histoire que vous avez dans la tête de manière caricaturale, ça devrait donner quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas se voir, un événement particulier fait que finalement ils sont attirés l'un par l'autre, un ou plusieurs obstacles se dressent entre eux, interne, il se méfie des femmes depuis qu'il a trouvé sa petite amie au lit avec son meilleur ami, externe, son job l'oblige à accepter une mutation, les obstacles sont surmontés, ils s'avouent leur amour et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ou pas. Les obstacles auxquels sont confrontés les amoureux peuvent être externes, donc un ou une rivale, une famille qui s'oppose à leur union, l'un des deux a pour priorité de s'occuper d'un proche malade. Pour une raison indépendante de sa volonté, l'homme n'est théoriquement pas disponible pour se lancer dans une aventure amoureuse. Les obstacles peuvent être internes, ils ont des caractères diamétralement opposés. Une blessure de cœur fait que l'un ou l'autre ne souhaite pas s'attacher. Un modèle parental qui les a persuadés que la vie à deux était propice à la déception. La peur de l'engagement. Voilà, vous voyez l'idée, hein, vous voyez les idées. En général, l'intrigue d'un roman rose n'est pas très complexe et elle tourne autour des héros. Je vais vous prendre un exemple de Carol M. Lane, qui est une autrice prolifique de romans roses pour les éditions Harlequin. Je prends l'exemple de son roman « Cher Père Noël, je voudrais un mec » qui a été élu meilleure romance contemporaine en 2020. Je vous résume le roman. Une jeune femme intérimaire trouve son patron sexy mais pas sympathique du tout. Lui ne la supporte pas parce qu'il la trouve laxiste. Elle écrit une liste de ce qu'elle veut pour Noël sur les conseils d'une amie et par erreur l'envoie à son patron. Une liste assez coquine. Elle pense avoir réussi à faire le nécessaire pour effacer son mail. À partir de là, le comportement de son patron se modifie d'abord de façon imperceptible, puis de plus en plus, et elle voit un à un ses souhaits se réaliser, dont le changement de comportement du dit patron et un rapprochement sensuel entre eux qui finira sur un « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Tout ça pour vous dire de faire un plan, même si c'est un plan sommaire, car lorsque l'on se lance dans la rédaction, il est plus pratique d'avoir réfléchi en amont au déroulé de son histoire. Vous n'avez peut-être pas tout en tête, mais vous avez une idée du début, du milieu et de la fin. Alors, trouvez ce qui va entre le début et le milieu et ce qui va entre le milieu et la fin. D'accord ? Soit vous avez besoin de tout positionner avant de vous lancer, soit avoir les grandes lignes vous suffit, soit vous êtes comme moi un peu entre les deux, mais dans tous les cas, avant de vous investir, de vous retrouver coincé et de renoncer, racontez-vous l'histoire du début à la fin, même si c'est en signe télégraphique. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, donc elle est intérimaire et trouve son patron sexy. Ok, mais il se passe quoi ? Elle lui paraît laxiste parce qu'il est psychorigide. Ok, oui, mais il se passe quoi ? Elle écrit sa liste au Père Noël au bureau alors qu'elle est censée travailler. Son patron arrive, elle panique et au lieu de l'envoyer à sa meilleure amie, elle l'envoie à sa meilleure amie et à son patron. Ok, et après ? Elle panique et cherche une solution pour effacer le message. Ok, qu'est-ce qu'elle va trouver comme solution ? Ah oui, elle se glisse subrepticement dans le bureau de son patron alors qu'il est en salle de réunion. Ok, et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, écrire un plan, c'est ça. Se demander à chaque fois, et après, qu'est-ce qui se passe ? D'accord ?
Vous voyez l'idée? C'est pas si compliqué, hein. Soit vous arriverez vraiment à un plan détaillé étape par étape, soit vous tracerez les grandes lignes et ferez confiance à votre imagination et au potentiel de vos personnages pour vous guider au moment de la rédaction. Je vous renvoie à ma vidéo sur Écriture mémoire d'un métier de Stephen King qui va beaucoup vous aider pour le processus de rédaction et pour lever vos difficultés et vos blocages. Moi, je trouve difficile d'anticiper les moments d'écriture où on va faire preuve d'humour, les moments où on aura l'idée de reprendre une petite anecdote ou une mésaventure qui nous est arrivée parce qu'on trouve qu'elle s'intègre bien au récit. Ça, c'est des choses que personnellement, j'arrive pas à anticiper. Ça vient au fil de l'écriture. Donc, vous verrez comment ça se passe pour vous. Donc, le but de cette partie essentielle de votre travail d'écrivain de roman rose qui déchire, c'est de ne pas être bloqué alors que vous êtes sur une belle lancée parce que, zut, vous n'arrivez pas à trouver ce qui peut se passer ensuite. Et ça, c'est vraiment frustrant quand on avait l'impression de tenir une belle histoire et que finalement, elle se résume à quelques scènes que l'on n'arrive pas à articuler entre elles. Il m'est arrivé d'écrire des bouts d'histoire que je trouvais sympas, mais qui restaient isolés car pas accrochés à une histoire à laquelle j'avais pris le temps de réfléchir et de rédiger dans les grandes lignes. C'est hyper frustrant. Parfois, on a des scènes bien précises en tête, mais pas tout le déroulé de l'histoire. Eh bien, on peut commencer par écrire ces scènes et trouver ensuite, comment elles vont s'insérer dans le récit du moment que l'on a pris le temps de faire un plan et qu'on sait vers quelle conclusion on va. Même si on rame un peu, on va finir par trouver la passerelle entre ces différents îlots. Je vous propose un deuxième exercice. De nouveau, vous mettez cette vidéo sur pause, vous mettez ce podcast sur pause. Vous prenez un papier, un stylo, ou alors vous ouvrez votre ordinateur, vous commencez un nouveau document sur Word, et vous allez rédiger la trame de votre roman en vous posant à chaque fois la question « Et après, il se passe quoi ? 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 Autant de fois qu'il le faudra pour que vous arriviez au fameux point Z. Ok ? Vous rédigez la trame de votre histoire. Ça n'a pas besoin d'être super détaillé. Ça n'a pas besoin d'être scène par scène. Il y a des gens qui écrivent comme ça, scène par scène, qui rédigent avant leur plan, scène par scène. Voilà, après, ça dépend comment votre cerveau fonctionne. Peut-être vous allez arriver à faire ça, peut-être vous n'allez pas y arriver. Mais au moins, voilà, rédigez la toile d'araignée, en fait, la trame de votre roman. Ok ? Et vous ne continuez pas le podcast tant que vous n'avez pas fait ça. Ok. Conseil ou astuce ou idée, je sais pas, prenez-le comme vous voulez. Numéro 4. Ne cherchez pas à créer une histoire originale à tout prix. Ne cherchez pas à créer une histoire originale à tout prix. Ça pourrait paraître contre-intuitif de vous dire ça, mais je vais m'expliquer. D'après Georges Polti, qui est un écrivain français qui est né en 1867 et est mort en 1946, inspiré par le conte italien Carlo Gozzi, écrivain et dramaturge né en 1720 et décédé en 1806, et de l'allemand Johann Wolfgang von Goethe, qui est né en 1749 et est décédé en 1832. Donc, d'après Georges Polti, il existe 36 situations dramatiques de base. 36, ok ? Donc, on pourrait dire que tout a déjà été écrit, mais ce n'est pas un point négatif. Tout comme chaque être humain est unique, vous êtes un écrivain unique, vous allez forcément utiliser une situation connue et en faire quelque chose d'original parce que c'est vous qui l'écrivez. Quand j'ai écrit À l'eau de rose et de vaisselle, j'ai mis ce que j'aurais aimé trouver dans mon roman À l'eau de rose préféré. J'y ai mis mes émotions, mon humour, quelques éléments de ma vie amoureuse, mon expérience de l'amour, mon sens de la dérision. J'ai étoffé les personnages parce que je trouvais qu'ils étaient très plats. J'y ai mis de l'énergie, une certaine énergie, voilà. Mais je suis partie d'un scénario que je ne trouve pas super crédible, mais qui est classique dans ce type de littérature. 2 personnes décident de se marier pour le bien d'une troisième, un enfant. L'homme est convaincu du bien fondé de l'entreprise,
car il semble obéir à la raison. Elle l'est beaucoup moins, car elle éprouve des sentiments. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien partir du classique. Elle est au pied de l'autel et à la dernière minute, elle change d'avis, décide de ne pas se marier et s'enfuit. Donc ça, c'est un thème qui a déjà été assez utilisé dans les romans roses. La question est, qu'est-ce que vous allez en faire, hein ? Alors, est-ce qu'elle va aller courir déclarer sa flamme à un autre homme dont finalement elle se découvre amoureuse, mais elle se le cachait ? Et celui-ci pourrait par exemple venir de se fiancer de son côté et elle fiche en l'air toutes ses certitudes. Est-ce qu'elle va partir vivre au Japon parce qu'elle en a toujours rêvé et là elle va vivre une idylle avec un beau japonais, ce qui vous donnera l'occasion d'explorer un choc culturel? Est-ce qu'elle va partir faire un road trip? Est-ce qu'elle va partir faire un road trip avec sa meilleure amie, ce qui lui donnera l'occasion de rencontrer plein d'autres mecs hyper sexy, dont un qui fera réellement battre son cœur? Va-t-elle se faire arrêter dans sa course par un fétichiste des femmes en robe de mariée avec qui elle vivra une aventure érotique torride? Vous voyez ce que je veux dire? Harry Potter, Dune et l'Évangile parlent tous les trois d'un sauveur, d'un élu. Mais nous sommes d'accord que la façon de traiter la question est totalement différente. Donc, tout ça pour dire quoi? Que l'originalité, on peut la trouver, certes, dans le scénario, et c'est toujours sympa de surprendre agréablement votre lectrice, tout en respectant la règle numéro 1, bien sûr, qui est que ça finit bien. Mais surtout, ne cherchez pas à tout prix à être original. Faites avancer votre histoire du mieux que vous pouvez en y mettant votre patte, votre style. C'est surtout ça qui fera la différence. Nous passons au conseil numéro 5. Créez des personnages auxquels votre lectrice compulsive a envie de s'identifier. On aurait tendance à penser que dans ce type de roman, les personnages doivent systématiquement être stéréotypés. Est-ce qu'ils doivent être beaux à tomber? Est-ce que la fille a le droit d'avoir des bourrelets? Est-ce que le gars doit absolument avoir une fossette dans le menton et des dents d'une blancheur éclatante? À vous de voir. Il est vrai que souvent, dans ce type de roman, les personnages sont beaux. Dans le roman « Cher Père Noël, je voudrais un mec » de Carol M. Lane, l'héroïne est un peu rondelette à la Bridget Jones. On sait comme les rondeurs de Bridget étaient inspirantes pour son charmant patron. En revanche, le patron dans le livre de Carol M. Lane est canon. On aime la beauté rassure, la beauté est le plus beau des déguisements, on donne sans confession à quelqu'un qui est beau, on réussit mieux sa vie professionnelle quand on est beau, on est plus facilement recruté et on a une vie plus facile à bien des égards, des études l'ont démontré. Ok, la question c'est, est-ce que vous racontez l'histoire de top modèles ou de gens plus ordinaires mais qui seraient beaux quand même? Après, qu'est-ce que la beauté? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Dans Jane Eyre, le roman de Charlotte Brontë, les deux héros ne sont pas beaux. Jane, pauvre institutrice, est parfois qualifiée de laide, et le riche Edward Fairfax Rochester n'est pas décrit de façon flatteuse. Il est viril, mais pas beau, il a un côté un peu gnome. Jane Eyre est pourtant une magnifique histoire d'amour, mais ce n'est pas un roman à l'eau de rose comme ceux dont on parle ici, puisque durant la première partie du livre, celui qui deviendra l'amoureux est absent. Mais ce qui compte dans Jane Eyre, c'est la façon dont les amoureux se voient, dont ils voient leur beauté. Peut-être que ce qui compte donc, c'est la façon dont les personnages que vous avez décidé de faire tomber amoureux l'un de l'autre se regardent. Peut-être voit-il un charme infini dans la façon dont elle relève la tête ou dans son sourire en coin. Et elle, peut-être qu'elle adore quand il fronce les sourcils. Vos héros peuvent avoir subi des coups durs de la vie, souffrir d'un handicap visible ou invisible,
avoir le visage marqué par un accident. Tout est possible. Le visage marqué, ça fait penser à un classique, ça fait penser à Angélique, marquise des anges, avec son Geoffrey de Perrac qui avait une cicatrice sur la joue. Je sais pas si... Voilà. C'est une référence un peu ancienne, mais bon, ça reste un classique quand même. Pour ce qui est du travail de création de vos personnages, vous pouvez en mode obsessionnel prendre le temps de faire une fiche détaillée de chacun de vos personnages principaux. Date de naissance, lieu de naissance, profession des parents, dans quelles conditions il est venu au monde, les faits marquants de son enfance, ceux de son adolescence, ceux de sa vie adulte, ses études s'il en a faites, son métier, son caractère, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, sa taille, son poids, sa pointure, ses mensurations. Vous voyez l'idée ? Vos personnages seront-ils blancs, noirs, jaunes, métis, hétéros, homo, valides? Si porteurs d'un handicap, sera-t-il visible ou pas? Quel âge auront-ils? Vous pouvez vous référer au livre d'Elisabeth Georges, Mes secrets d'écrivain, écrire un roman, ça s'apprend. J'ai fait une vidéo sur le livre d'Elisabeth Georges. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. J'ai consacré une vidéo donc à son essai. Elle y explique comment elle construit ses personnages et propose des fiches de travail hyper détaillées. Personnellement, je trouve ça un peu barbant et je préfère à partir de quelques traits saillants construire peu à peu un personnage complexe au fil de mon récit et prendre des notes au fur et à mesure pour vérifier la cohérence de leur comportement. En ce qui concerne le physique, la plupart du temps, moi je laisse beaucoup de place à l'imagination du lecteur et je décris assez peu mes personnages. La technique qui consiste à partir d'un trait saillant et de broder le personnage à partir de ce trait saillant pourrait s'illustrer ainsi. Supposons que le héros soit radin. Comment un radin réagit-il quand il a invité quelqu'un à dîner? Comment réagit-il émotionnellement? Est-il aussi radin d'argent que de compliments, que d'émotions? A priori, oui. On pourrait imaginer que la radinerie guide tous les aspects de sa vie. Bon, c'est une technique grossière qui peut mener à la caricature, mais vous voyez l'idée. Ça peut pas mal vous aider dans un premier temps. Au lieu d'un seul, vous pouvez prendre 2 ou 3 traits saillants. Disons que votre héroïne est joyeuse, séductrice et manipulatrice, par exemple. Ce sont 3 traits de caractère qui peuvent vous donner une idée de son comportement dans la vie de tous les jours. Nous passons au 3e exercice. Attention, vous arrêtez le podcast et vous allez m'écrire une biographie de votre héroïne, puis celle de votre héros, de leur naissance au moment où ils entrent en scène dans votre roman, de leur naissance au moment où ils se rencontrent. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Vous les décrivez physiquement, mentalement, moralement. Vous décrivez leur parcours de vie, où est-ce qu'ils sont allés à l'école, où est-ce qu'ils sont allés au collège, au lycée, à la maternelle, enfin pas dans cet ordre-là évidemment. Quelles études ils ont fait, pourquoi ils ont fait ce choix, quelle était l'ambiance familiale chez eux, qui est leur meilleur ami, qu'est-ce qu'ils aiment comme livre s'ils sont amateurs de lecture, qu'est-ce qu'ils aiment comme film, qui est leur héros, à qui ils s'identifient. Voilà, vous voyez, qu'est-ce qui a amené ces gens à être présents dans votre roman? Comment leur présence se justifie-t-elle? Mettez autant de détails que possible dans cette fiche et voyez si quand vous avez fini de rédiger cette fiche, vous parvenez à croire à la réalité de vos personnages de papier. Ok, n'hésitez pas à partager si vous le voulez. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez réussi à construire sur le papier par email si ça vous dit. Voilà, donc faites cet exercice et puis dites-moi ce que vous en aurez pensé. Sixième astuce, 6e idée, 6e proposition, on va dire. Que faire des clichés? Les clichés. Alors, le roman de Rose est blindé de clichés et finalement, c'est ce qu'on attend dans un roman dans un roman à l'eau de rose. Moi, je me souviens quand j'étais ado, j'attendais les passages
qui allait me faire sourire en fait, parce que c'est des fois un peu ridicule, je sais pas, les tournures de phrases, il n'y a pas de choses qui me viennent en tête là, mais quand c'est mal écrit, les tournures de phrases, c'est super rigolo. Ça me fait penser à un sketch de Danny Boone qui s'appelle Il faut lire, et où justement il lit un passage d'un roman rose, et c'est vachement drôle. Je vous mettrai le lien si je retrouve la vidéo. Voilà, et justement, il reprend ces tournures de phrases qui sont ridicules quand le roman rose est écrit comme ça, et pas très bien écrit, voilà, et c'est aussi pour ça qu'on les lit en fait. Donc les clichés. Alors, le plus commun dans un roman à l'eau de rose, c'est la différence de statut entre les amoureux. En général, l'homme est riche, la femme est pauvre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça reste très actuel, puisque à diplôme égal, les femmes, dans notre société, sont encore moins bien rémunérées que les hommes. Donc, si vous allez faire un tour sur une plateforme de vente de livres, que vous sélectionnez les romances, vous verrez des titres du genre Le milliardaire et moi, Comment séduire un milliardaire, Prisonnière du milliardaire, enfin des trucs comme ça. Moi, je trouve que les romans roses, ça met de bonne humeur, en fait. Moi, ça me met de bonne humeur. On se souvient du succès de 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, qui est entre le roman rose et le roman porno soft. On a dit ça, on a appelé ça le mom porn, le porno pour maman. L'héroïne est vierge et niaise et d'une classe sociale inférieure au héros qui est sadomasochiste et riche. Donc, c'est caricatural à souhait. Pour ma part, franchement, j'ai pas réussi à finir le premier tome parce que j'avais envie de filer des claques à Anastasia. Voilà, j'ai pas supporté sa bêtise, sa naïveté là. Elle m'a vraiment énervée. Mais voilà, ça a super bien marché. Voilà, il y a eu un battage médiatique de folie qui a aidé. Et puis le fait que l'auteur, qui au départ a auto-édité son livre, mais elle avait quand même un sacré réseau. Donc ça a forcément joué. Donc tout ça pour dire quoi ? Que les clichés, ils sont pas forcément à éviter, c'est toujours pareil. Si vous avez envie d'utiliser des clichés, des super clichés, mais que vous le faites parce que vraiment ça vous inspire, allez-y au contraire, allez-y à fond. Elle y est allée à fond et ça a marché du feu de Dieu. Donc vraiment, faites comme vous sentez en fait. Faites vraiment comme vous sentez. Je trouve que ce qui peut être intéressant et qu'on voit rarement finalement, c'est d'inverser la donne. Ça peut être intéressant. Parce que souvent, quand on inverse la donne, ça donne des choses beaucoup plus sérieuses, mais on pourrait imaginer qu'inverser la donne donne des choses un peu plus qui restent dans l'idée, dans l'esprit du roman rose, avec une certaine légèreté. Voilà, donc si vous avez un cliché qui vous vient en tête, par exemple le milliardaire qui séduit une employée de l'un de ses hôtels, vous pouvez l'inverser. C'est elle qui est milliardaire et lui qui travaille pour elle. Comment se sent un homme face à une femme qui lui est supérieure sur le plan financier, sur le plan du statut social ? Comment il va réagir à ses avances ? Comment il va se positionner ? Donc c'est vrai que tout de suite, ça donne une dimension un peu différente parce que c'est pas quelque chose qui est habituel. Il y a l'orgueil masculin qui vient se nicher là-dedans. Voilà, donc ça peut être intéressant à explorer. Le second cliché dont on a déjà parlé, c'est la perfection physique des personnages. Souvent, oui, il est beau à tomber, elle est belle à tomber. Ok, donc voilà, qu'est-ce que vous en faites de ça, justement ? Est-ce que vous restez dans le cliché ou est-ce que, justement, vous allez prendre des personnages plus ordinaires, ou bien l'un est très beau et l'autre, elle est plus ordinaire, mais il est quand même attiré par elle parce qu'il voit une beauté en elle particulière, ou son côté humain, voilà, son humanité, ou elle, à l'inverse, le mec, il est fracassé par la vie, mais elle est quand même séduite par lui. On peut jouer aussi sur la différence d'âge, qui est souvent une différence d'âge. L'homme est plus âgé, la femme est plus jeune. Ça se voyait beaucoup dans les années 80. Moi, dans les romans que je lisais quand j'étais ado, il y avait toujours cette différence d'âge. L'homme était quand même avec ce rôle de professeur de l'amour. Enfin, vous voyez. Voilà, le mec expérimenté et la jeune fille vierge, innocente. Voilà, et puis le mec en plus avec une exigence par rapport au fait que la fille soit innocente.
Ouais, il y a ces histoires d'âge aussi. Et puis, pourquoi pas des personnages qui ne sont pas forcément jeunes, hein, aussi. On n'a pas parlé de l'âge dans ce sens-là, mais est-ce que vos personnages peuvent être des gens qui ont 20, 30, 40, 50 je sais pas, le roman rose pour les seniors, pourquoi pas, après tout. J'ai vu qu'il y avait de la pornographie pour les seniors au Japon. Enfin, tout public, hein, est accessible, je pense, à ce type de littérature. Donc il y a peut-être des champs à explorer, hein. Je disais on dit qu'il y a 36 scénarios, mais voilà, 36 scénarios, mais comment ils peuvent être repensés, réutilisés, ben, il y a plein de choses à faire, hein, pour les hétéros, pour les homos, il y a aussi au niveau ethnique aussi, on aime bien des personnages métissés ou des personnages... Je sais pas, il y a plein de choses, je pense, à explorer. Je pense au boom aussi des séries coréennes, par exemple, qui sont des dramas coréens, qui parlent beaucoup d'amour, et ça marche aussi énormément. Donc je pense qu'il y a plein de trucs à explorer. Donc allez-y, si vous avez une idée, mettez-la sur le papier, allez au bout de votre projet, puis vous allez voir ce que ça va donner. Donc, le troisième écueil en matière de clichés dans ce genre de littérature, donc, c'est le vocabulaire, hein, comme j'en parlais tout à l'heure en faisant référence au sketch de Danny Boone. Voilà, donc le torse puissant, le beau ténébreux, il l'emmena au 7e ciel, elle était belle comme la rosée du matin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tous ces clichés-là, donc... Bon, c'est pas tip top, quoi. Donc essayez de faire preuve quand même d'imagination, voilà, faites un peu de brainstorming, voilà, sortez un petit peu de tous ces clichés. Puis en même temps, après, si quelquefois, bon, ça tombe, ça peut être aussi, comme je dis, ça fait partie un peu du jeu du roman rose, quoi. Alors, je vous propose un 4e exercice, donc. Vous allez mettre le podcast sur pause pour faire cet exercice, ce super exercice. Trouvez un cliché de la littérature à l'eau de rose, donc dans ce que je viens de vous dire, il y en a quelques-uns, et renversez-le. D'accord ? Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la future mariée qui, à la dernière minute, décide de ne pas se marier et s'enfuit. Eh bien, si c'était le futur marié qui laissait la future mariée en plan, il se passe quoi ? Voilà, comment elle réagit, et lui, il se barre, il va faire quoi ? Enfin, voilà, prenez par exemple ce cliché et puis mettez-le à votre sauce. Faites-moi un plan à partir de là. Faites des propositions. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Trouvez une situation, on inverse les rôles. 50 Shades of Grey, ben c'est pas comment il s'appelait, je me souviens plus du nom du héros là, mais voilà, c'est pas Anastasia qui est niaise, vierge et amoureuse, ben c'est lui qui a la place d'Anastasia, et Anastasia c'est la sadomaso. Qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être vachement intéressant de travailler là-dessus. Ok. Je vous invite à faire cet exercice. Septième conseil, astuce, idée, proposition, la chronologie du récit. Ah, ça c'est important. La chronologie, c'est pas toujours évident, hein, de décider la chronologie de son récit et puis de s'y tenir, parce que des fois on avance trop vite, on est obligé de revenir en arrière, on s'aperçoit qu'on a expliqué, qu'on a déjà dit ce qui allait se passer avant d'avoir dit ce qui s'était passé avant. Alors, est-ce que votre récit va être un récit linéaire ? Est-ce que vous allez utiliser des flashbacks ? Alors, dans ce type de roman, c'est pas un polar, c'est pas un truc d'anticipation. Donc commencer par la fin, vu que comme elle est prévisible, bah c'est pas une bonne idée, hein. Même si votre lectrice compulsive de roman rose, bah sait que ça va bien se finir, elle a pas envie de le savoir au début en fait. Elle a envie que au début vous posiez une tonne d'obstacles. Il faut qu'elle ait l'impression que c'est super compliqué et que pour se dépatouiller de tout ça et s'avouer enfin leur flamme à la fin, bah, les héros ils vont devoir se battre un peu, quoi. Donc vous pouvez pas commencer par la fin dans un roman à l'eau de rose. J'ai jamais vu ça en tout cas.
Donc pour moi ce type de récit ne s'y prête pas du tout, hein, parce vu qu'il n'y a pas de mystère, mais vous pouvez éventuellement commencer par pas directement au début, pas au milieu, mais je sais pas, commencer par exemple par une prise de bec monumentale entre vos deux amoureux, voilà, ils sont en train de s'engueuler, de se jeter, je sais pas, elle lui balance des assiettes à la tête, et puis le chapitre suivant, donc vous expliquez la dispute, hein, vous mettez vraiment en scène la dispute, la violence de la dispute, ce qu'ils se disent avec des mystères, parce que du coup on ne sait pas pourquoi ils s'engueulent. Et puis le chapitre suivant, ça peut commencer par 3 mois plus tôt. Et puis à ce moment-là, vous déroulez tout ce qui précède cette prise de bec, et puis vous résolvez le conflit à partir de cette scène-là. Ok ? Ce que je vous invite à faire maintenant comme exercice numéro 5, donc mettez-moi ce podcast en pause, définissez sur combien de temps se déroule votre récit. Tracez une ligne de temps et à partir du scénario que vous avez fait précédemment, là, l'exercice, je ne sais plus quel numéro, vous allez reprendre votre scénario et là, vous avez positionné les moments les plus importants sur votre ligne de temps. La rencontre, la première dispute, je sais pas, la gifle, le malentendu, l'arrivée de la rivale, je sais pas, supposons que votre héroïne trouve une petite culotte dans la voiture du héros alors qu'il lui a proposé d'aller pique-niquer. Enfin, je dis n'importe quoi. Vous voyez l'idée à quel moment ça se situe. Donc vous voyez s'il peut être intéressant... En faisant ça, vous voyez si ça peut être intéressant ou non de faire des flashbacks, si ça ajoute quelque chose ou non à votre narration. Voilà, donc je pense que ça peut être... après coup, après avoir écrit certains romans, je pense que c'est une bonne idée de faire une espèce de frise du temps, parce que comme ça permet aussi de voir s'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Voilà. Ok, faites cet exercice et puis bien sûr, vous me direz si ça vous a apporté quelque chose ou pas. Alors, numéro 8, l'époque. Est-ce que c'est un roman contemporain ? À quelle époque souhaitez-vous situer votre histoire ? Est-ce que c'est au XXIe siècle ? Est-ce que c'est au XXe siècle ? Est-ce que c'est au XIXe siècle ? Est-ce que c'est au XVIIIe ? Est-ce que c'est au Moyen-Âge ? Est-ce que... il faut que vous preniez une décision par rapport à ça, sachant que si évidemment ça ne se passe pas aujourd'hui, vous aurez des recherches à faire, en fonction aussi du milieu. Voilà, donc ça c'est un choix à faire. Neuvièmement, le lieu, est-ce que ça va être la ville, la campagne, en bordure de mer, en France, à l'étranger ? Est-ce que ça va être dans l'anonymat de la grande ville ou dans les ragots du petit village ? Est-ce que ça va être dans un pays étranger ? Donc si vous connaissez déjà ce pays, ça peut vous aider. Si vous ne le connaissez pas, évidemment, encore des recherches à faire pour donner de la réalité au récit, de la véracité. Donc vous pouvez faire des recherches, évidemment, avec Internet, c'est merveilleux, on peut tout trouver sur Internet, on n'a plus besoin d'aller à la bibliothèque et fouiller dans les bouquins, mais quand même, ça peut aussi parfois aider. Et puis on peut interviewer aussi des gens pour donner plus de véracité à son récit. Ok, donc après, numéro 10, les personnages secondaires, ils ont leur importance quand même. C'est vrai que souvent, dans les romans roses qui sont pas forcément très bien écrits, les personnages secondaires passent un peu à l'as et on est vraiment trop concentré sur les deux personnages principaux. Dans les romans qui sont plus sympas à lire, plus agréables, plus rythmés, les personnages secondaires tiennent un peu plus de place, donc il y a plus de respiration, je dirais. Voilà, donc même si on est centré sur Sarah et Olivier, on a besoin que des gens évoluent autour d'eux pour leur donner de la consistance. Alors, il y a bien sûr les rivaux, des dangers potentiels pour le couple, mais il y a aussi les parents, les amis, les collègues de travail,
Il y a les personnages, donc les personnages secondaires, ils vont être plus ou moins ébauchés. On ne s'attend pas à ce que vous racontiez la vie des personnages secondaires. C'est clair que vos lecteurs ne sont pas là pour ça. Mais voilà, le petit coup de pouce donné par la meilleure amie, donc dans le roman dont je parlais tout à l'heure, Cher Père Noël, je voudrais un mec. La meilleure amie, c'est celle qui incite à rédiger la fameuse liste. C'est celle qui va donner des petits coups de pouce à certains moments. Voilà, qui va trouver que le mec est canon et pourquoi elle en fait pas un peu plus pour le séduire. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc, il y a la meilleure amie, c'est un classique. Il y a le meilleur ami également. Ils peuvent servir aussi à arrondir les angles, à intervenir au bon moment pour mettre de l'humour, du piment. Ils peuvent aussi servir à mettre en place des quiproquos. Enfin voilà. Donc les personnages secondaires sont assez importants quand même. 11e point, le choix justement du point de vue. Alors ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez écrire à la première personne ? Est-ce qu'il y aura un narrateur omniscient ? Est-ce que vous allez faire un passage d'un personnage à l'autre, vos deux personnages principaux ? Alors, est-ce que c'est la fille qui raconte ? Est-ce que c'est l'homme qui raconte ? Ça peut être la fille raconte dans un chapitre, ensuite c'est l'homme qui raconte. Voilà, on alterne, donc ça peut être sympa. On peut même utiliser les 3 modes de narration. On peut un coup utiliser la narration à la première personne. Après, c'est à la première personne dans le sens où c'est elle qui raconte. Après, c'est lui qui raconte. Après, c'est le narrateur omniscient. Bon, après, il faut voir comment vous arrivez à articuler tout ça. On peut même, si on a envie, faire parler un autre personnage, si on veut. Tout est possible. Chaque façon de faire comporte ses limites. Voilà, parce que être tout le temps dans la tête d'un même personnage, ça peut devenir un peu agaçant. Surtout quand la personne a des tics ou si on n'apprécie pas ce personnage, ça peut être un peu lassant. Mais voilà, donc alterner, ça peut être sympa. Et puis, ce qui peut être intéressant, surtout dans l'alternance, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on a le point de vue masculin, après on a le point de vue féminin, donc ça peut donner beaucoup de piquant, puisque les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc du coup, des fois, on le vit dans nos couples. Des fois, nous, femmes, on comprend un truc comme ça. Lui, homme, comprend absolument pas de la même façon. Donc, ça peut être intéressant de voir comment l'homme interprète les choses d'une façon, elle interprète d'une autre façon. Donc ça donne du piquant, ça permet aussi de voir comment en fonction du sexe, chaque personnage va interpréter les choses différemment. Alors je vous propose un nouvel exercice. Donc vous allez mettre le podcast sur pause pour faire cet exercice. Alors je vous propose de faire quoi ? Vous allez rédiger une scène de votre roman du point de vue de votre héroïne. Ok ? Ensuite, vous reprenez cette scène et vous la rédigez du point de vue de votre héros. Ok ? Ensuite, vous reprenez cette scène et vous la rédigez du point de vue d'un narrateur omniscient. Ensuite, rédigez-la du point de vue de la meilleure amie de l'héroïne. Voilà. Essayez de faire ces 4 exercices pour voir justement avec quelle voix vous êtes le plus à l'aise, quelle voix correspond le plus à votre roman, qui vous avez envie de mettre en avant, dans la tête de quel personnage vous vous sentez le mieux, ou si vous préférez justement être dans la tête de tous les personnages, ou bien même si vous êtes narrateur omniscient, vous pouvez quand même... on peut quand même être plus d'un point de vue, même si on choisit ce mode-là. Donc, à vous de voir ce qui correspond le mieux à votre récit, ce qui est le plus fluide, ce qui vous parle le plus. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Donc, une masterclass sur
Comment rédiger un roman rose qui déchire et être repéré par les éditions Harlequin. C'est ce qui m'est arrivé. Peut-être que ça va vous arriver aussi. En tout cas, moi, ce que je vous incite à faire, si vous avez cette envie d'écrire un roman rose, ne vous laissez pas arrêter par les préjugés. Ne vous laissez pas arrêter par des obstacles internes. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Si vous avez envie d'écrire du roman rose, écrivez du roman rose. Allez-y, foncez, il y a un marché de ouf. Donc il faut, faites-le parce que de toute façon, si ce que vous écrivez est dans la norme, entre guillemets, de ce type de récit, il y a de grandes chances que vous trouviez votre public. Ok ? Voilà, c'est fini, je vais m'arrêter là. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis en cours de route. Donc, vous pouvez partager les 6 exercices dans les commentaires ou certains des exercices si ça vous dit. Vous pouvez me les envoyer par mail, je vous lirai avec un grand plaisir. Alors, si vous avez envie d'être accompagné dans votre démarche d'écriture, n'hésitez pas à me contacter. Donc, quand je dis accompagner, ça veut vraiment dire vous donner les habitudes, la motivation pour écrire votre roman. Ça va pas être de la relecture. Je ne suis pas relectrice, je ne suis pas correctrice. Ok ? Donc, j'espère vous avoir donné quelques clés et l'envie de vous lancer dans l'écriture du roman d'amour que vous rêvez d'écrire. Ne vous laissez pas impressionner, je vous l'ai dit, lancez-vous. Ce serait vraiment dommage de ne pas essayer si ça vous tient à cœur. Si vous avez envie qu'on en discute, n'hésitez pas, je me répète, mais n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de belles heures, de merveilleuses heures d'écriture avec vos amoureux et surtout, amusez-vous, riez, utilisez les clichés si ça vous chante. Enfin, il faut que ce soit Moi, j'ai pris énormément de plaisir à écrire à l'eau de rose et de vaisselle. Je me suis vraiment amusée. Donc, amusez-vous. C'est un genre littéraire qui ne peut qu'être amusant en fait parce qu'on est hors on est hors du temps quoi. On est concentré sur cette histoire d'amour donc c'est joyeux, c'est en général c'est quand même joyeux, c'est quand même énergisant quoi. Donc donc je vous souhaite de belles heures d'écriture avec vos amoureux. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche pour être averti des prochaines parutions. Mettez-moi un like, partagez si vous pensez que cela pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Ciao, ciao!